Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents assez fascinants. Il dessine une image très nette, celle de l'Inde, qui met un coup d'accélérateur vraiment fort dans les technologies de défense. Oui, tout à fait. Surtout les drones et l'intelligence artificielle. On a vu des échos de salons comme Millipol India 2025. Et ça confirme vraiment cette tendance de fond. Absolument, c'est une dynamique très très marquée. Alors, on a sous les yeux pas mal de choses, des articles de veille stratégique, économique, des analyses assez pointues sur des startups indiennes qui deviennent vraiment incontournables, Mhm. et même des petits extras vidéo qui montrent les toutes dernières innovations présentées là-bas. Oui, des démonstrations assez parlantes. Notre mission ici, c'est de décortiquer un peu tout ça, cette montée en puissance, qui tire les ficelles, quels sont les objectifs réels de l'Inde, et puis comment l'Europe regarde ça, comment elle réagit. C'est ça, voir un peu la perspective européenne face à cette évolution rapide. Alors, allons-y, déballons tout ça. Les sources déjà sont assez unanimes. Le gouvernement indien veut vraiment accélérer fort, là, dès 2025. Oui, il y a une impulsion politique très claire. Robotique, drone, intelligence artificielle, on sent que c'est vu comme des leviers clés pour tout changer. La surveillance, la reconnaissance, le combat et même la logistique militaire. Exactement. Et au cœur de cette stratégie, on trouve vraiment cette intégration poussée de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser toutes les données qui remontent des capteurs en temps réel pour aider à la décision et même permettre une prise de décision de plus en plus autonome. L'objectif, il est double en fait. D'un côté, permettre aux forces armées d'opérer dans des environnements, disons, à haut risque, là où envoyer des troupes, ce serait compliqué, Oui, dangereux. dangereux, voilà. Et de l'autre, réduire l'intervention humaine directe et donc potentiellement les pertes. Et derrière tout ça, il y a cette ambition stratégique plus large, non ? Le fameux Make in India. C'est pas juste acheter, c'est produire sur place. Ah, tout à fait, c'est central. L'Inde affiche une ambition qui est assez spectaculaire. Il vise une autonomie technologique quasi complète dans ce secteur. On parle de 2 à 3 ans. Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide. La priorité numéro 1, c'est de réduire drastiquement les importations. Fini la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, qu'ils soient russes, israéliens ou même occidentaux. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. L'Inde se positionne aussi pour devenir un exportateur majeur de ces technologies. L'horizon, c'est 2030. Un exportateur. Carrément. Oui, oui. Et les chiffres le montrent bien. Les budgets de défense pour ce domaine précis, ils ont plus que triplé. On frôle les 470 millions de dollars pour 2025-2026. Waouh. C'est énorme. Ça montre bien qu'il y a une demande intérieure qui explose, mais aussi une ambition qui dépasse largement les frontières indiennes. Bon, alors, qui sont concrètement ces entreprises, ces moteurs de l'ambition sur le terrain ? Les sources mettent pas mal en avant une start-up qui semble un peu emblématique, Raif Memfreb. Oui, Rafem Fibir, c'est un nom à retenir effectivement. Fondé en 2017 à Noida, c'est près de Delhi, par 2 frères, Vikash et Vivek Mishra. Et ils incarnent parfaitement cette dynamique. Ils viennent d'ailleurs de lever 100 millions de dollars. C'est une levée en série B, donc c'est déjà conséquent. Ah oui, c'est pas rien. Mené notamment par un gros fonds américain, General Catalyst. Mais attention, ils ne sont pas seuls, hein. L'écosystème est assez riche. Il y a d'autres noms comme New Space Research and Technologies, le géant Adani Defense in Aerospace, et bien sûr, il ne faut pas oublier l'organisation gouvernementale, la DRDO. La DRDO, oui, l'agence de recherche de défense indienne. Exactement. Mais ce qui est vraiment frappant avec Rafem Sibir, c'est cette approche qu'il revendique 100% locale. C'est-à-dire ? Ils conçoivent et fabriquent quasiment tout en interne. Les contrôleurs de vol, la gestion des batteries, les structures en composite, de fibres de carbone, tout ça dans une usine immense, 650 000 m², à Noida. D'accord. C'est donc une vraie rupture assumée avec le modèle où on assemble des pièces venues d'ailleurs ? Complètement. C'est un vrai pari industriel. Il n'importe que quelques composants très spécifiques, certains radars, certaines caméras thermiques haut de gamme par exemple. Ok. Mais l'objectif qu'ils affichent, c'est une production totalement locale d'ici 18 mois. C'est une volonté très claire de s'affranchir de la dépendance technologique et notamment vis-à-vis du grand voisin et rival, la Chine. Logique. Et ils produisent quoi concrètement ? Alors, leur gamme est assez variée, apparemment 9 modèles sont mentionnés. Ça va du petit drone léger, le Bharat, pour la surveillance en zone difficile, genre l'Himalaya, au MR20, qui est plus costaud, lui, pour faire de la logistique en haute altitude par exemple.
Ils essaient vraiment de répondre aux besoins spécifiques des différentes branches de l'armée indienne et des forces de sécurité aux frontières. Et ça marche pour eux? Visiblement, oui. Les sources parlent de plus de 300 drones vendus l'année dernière. Et ce qui est assez notable pour une start-up dans ce domaine, ils seraient rentables depuis 4 ans déjà. Ah ouais? Et l'exportation, c'est clairement dans le viseur. Ils ont déjà obtenu des licences, il y a des discussions en cours, et ils envisagent même une introduction en bourse d'ici 2 à 5 ans. D'accord. Et l'IA dans tout ça, tu disais que c'était central. Omniprésente, oui. Dans leur système, ça se traduit par quoi? La détection d'objets en temps réel, la capacité à continuer la mission même si le GPS est brouillé ou les communications coupées. Mhm. Et ils travaillent sur des capacités encore plus avancées, comme le pilotage d'essaims de drones. C'est-à-dire faire opérer plusieurs drones ensemble de manière coordonnée et autonome, pour des missions complexes. Oui, saturer une défense, surveiller une zone immense, c'est ça. Exactement. Et cette ambition locale, elle ne se limite pas à Raft en fibre, on l'a bien vu dans les sources, notamment via l'exposition Millipol India 2025. Ça a été une vraie vitrine. Tout à fait. On a vu par exemple une boîte comme Optimus Systems. Ils mettaient en avant un partenariat avec une entreprise taïwanaise, AX Technology, pour des caméras Make in India. Ah oui, intéressant ce partenariat. Et ils présentaient pas mal de choses. Un drone VTOL, donc à décollage vertical, pour la haute altitude, le Marak VT100. Un autre, le Vajra QC55, qui mise beaucoup sur l'analyse d'images par IA embarquée. Une munition rôdeuse, lancée depuis un canister. Et même un truc assez pointu, des drones FPV, donc pilotés en vue subjective. Oui, la vue à la première personne. Mais pilotés par fibre optique, ce qui les rendrait insensibles au brouillage électronique. Malin. La fibre optique, c'est une solution technique intéressante pour contrer le brouillage, effectivement. Et logiquement, qui dit drone dit aussi anti-drone. Il y avait des entreprises comme Cham VNL qui montraient leur système. Oui, la contre-mesure est essentielle. Détection par radiofréquence, radar, neutralisation par brouillage. Ils avaient même des dispositifs portables, plus discrets. Et j'ai vu une démo assez étonnante de détection de mouchards cachés dans des objets du quotidien. Ah oui, ça sort un peu du cadre purement militaire, mais c'est lié aux technologies de détection. Et ce n'est pas qu'une affaire de start-up, tu le soulignais. Des acteurs établis comme Tata Advanced Systems sont aussi à fond dedans. Absolument, les grands groupes sont là. Ils présentaient par exemple un véhicule blindé, le Vagin, pour le contrôle des foules, qui vient d'un transfert technologie de la DRDO. Ou encore le VAP, un véhicule amphibie qui est déjà en service et qui a été développé aussi avec la DRDO. Ça montre bien cette synergie entre l'industrie privée, qu'elle soit nouvelle ou bien établie, et l'organisme de recherche de l'État, la DRDO, pour construire cette capacité vraiment locale, indigène. Bon alors face à tout ça, à cette effervescence en Inde, comment l'Europe réagit? Qu'est-ce qui pourrait pousser l'UE à coopérer ou à investir là-dedans? Alors, les sources qu'on a consultées identifient plusieurs raisons. On peut les regrouper en disant 3 grands axes, pour simplifier. D'accord. Premièrement, la géopolitique. Clairement, l'UE voit l'Inde comme un partenaire stratégique important et potentiellement un contrepoids face à la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Il y a des enjeux communs, comme la sécurité maritime dans l'océan Indien. Oui, logique. Deuxièmement, l'économie. L'accès à l'énorme marché indien de la défense, c'est évidemment très attractif pour les entreprises européennes. Et puis, il y a cette idée de diversifier les fournisseurs militaires, pour dépendre un peu moins de la Russie, de la Chine ou même des États-Unis. Et troisièmement, l'innovation. L'Europe reconnaît qu'il y a un vrai potentiel en Inde sur l'IA, la robotique, donc une opportunité de collaboration, surtout que l'Inde investit massivement. On parlait de plus de 10 milliards de dollars d'investissement prévus. 10 milliards, oui. C'est la logique stratégique globale. Mais sur le terrain, concrètement, comment les pays européens et leurs industries réagissent? La France, par exemple? Alors, pour la France, c'est intéressant. Dassault Aviation, par la voix de son PDG Éric Trappier, qui préside aussi le GIFAS, l'organisation de l'industrie aéro. Oui, l'industrie aérospatiale. Voilà. Il considère l'IA comme absolument critique pour le futur avion de combat, le SCAF, ou FCAS, développé avec l'Allemagne et l'Espagne. Bien sûr. Il travaille beaucoup sur les drones accompagnateurs, ces fameux Loyal Wingmen ou Remote Carriers, des drones autonomes qui voleraient aux côtés des avions pilotés pour étendre leurs capacités. Trappier se dit ouvert à des coopérations ponctuelles avec l'Inde, client majeur du Rafale, faut pas l'oublier, mais il reste très très prudent sur les transferts de technologies sensibles. Ah, la prudence française classique sur ces sujets. Sur les briques technologiques critiques, surtout l'IA et les systèmes de combat.
D'autres acteurs comme Safran, Thales, Dassault Systèmes collaborent déjà, mais ponctuellement. Et côté allemand? En Allemagne, on observe un peu le même mélange d'opportunisme et de prudence. Hensoldt, qui est un spécialiste des capteurs, a annoncé un accord de co-développement avec une start-up indienne pour des capteurs IA pour drones. D'accord. Berlin investit aussi dans l'IA de défense via le SCAF. Mais une source souligne une inquiétude assez spécifique chez les industriels allemands. Laquelle? La crainte que l'Inde, avec ses coûts de production potentiellement plus bas, ne devienne très vite un concurrent direct à l'exportation de drones, notamment sur les marchés en Afrique et au Moyen-Orient, où l'Allemagne a aussi des intérêts. Ah oui, la peur du nouveau concurrent moins cher. C'est un peu ça. Pour l'Italie, avec Leonardo, ça semble plus orienté vers des partenariats sur les drones de surveillance maritime. C'est un enjeu partagé et peut-être les applications civiles. Le dialogue est aussi ouvert sur la lutte anti-drone, c'est une préoccupation commune. Et au niveau de l'Union européenne elle-même, Bruxelles, l'AED. Alors, au niveau de l'UE, la Commission, l'Agence européenne de défense, l'AED, augmente les budgets pour l'IA militaire, notamment via le Fonds européen de défense, le FED. Ça bouge de ce côté-là. Oui. Mais face à l'Inde, spécifiquement, la position est décrite comme plutôt attentiste. Bruxelles observe, avec beaucoup d'attention, comment l'Inde pourrait venir concurrencer des projets européens comme l'Eurodrone, peut-être dès 2028. Ah oui, si près, hein? Oui, grâce à cette stratégie qui combine production locale rapide et exportation agressive. Il y a bien des discussions sur une coopération en IA duale, c'est-à-dire civile et militaire, mais ça coince souvent sur les questions de transfert de techno et de propriété intellectuelle. Donc, beaucoup de raisons de coopérer, mais aussi pas mal de freins, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Les freins et les critiques sont tout aussi présents et nombreux. Les sources listent pas mal d'arguments ou de points de vigilance qui tempèrent un peu l'enthousiasme européen. Lesquels ressortent le plus? Pour résumer les plus importants, on retrouve principalement la peur des risques liés au transfert de technologies sensibles. C'est vraiment le point numéro 1. Ensuite, la crainte de créer soi-même un concurrent puissant sur le marché mondial. Oui, l'arroseur arrosé. Voilà. Il y a aussi les différences de standards techniques, de sécurité, de contrôle des exportations, l'incertitude sur l'alignement géopolitique de l'Inde à long terme, est-ce qu'elle sera toujours alignée avec l'Europe, et puis des divergences sur la vision du multilatéralisme. D'accord. Et ces réticences, elles se traduisent par des blocages concrets au sein même de l'Europe. Il y a des résistances internes? Oui, plusieurs facteurs internes jouent. D'abord, le contexte géopolitique actuel, notamment la guerre en Ukraine, ça a quand même renforcé le discours sur l'autonomie stratégique européenne. C'est vrai. Du coup, certains décideurs sont plus frileux à l'idée de créer de nouvelles dépendances, même avec des partenaires jugés stratégiques comme l'Inde. Ensuite, il y a la pression des industries européennes elles-mêmes. Elles redoutent ce qu'une source appelle la cannibalisation de leur marché traditionnel. La peur classique face à un nouvel entrant qui a une structure de coûts différente, finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et à cela s'ajoutent des doutes qui persistent sur la solidité de la protection de la propriété intellectuelle en Inde. Il y a aussi des pressions politiques internes dans certains États membres pour qu'on priorise les budgets nationaux ou les projets purement européens. La crainte que l'Inde ne finisse par privilégier son partenariat avec les États-Unis est aussi mentionnée. Et puis, il y a toute une série d'autres obstacles potentiels. Les différences de normes environnementales ou éthiques, les risques d'espionnage industriel, la lourdeur administrative de l'UE, qui ralentit souvent les rapprochements. Oui, ça c'est un classique. La préférence de certains États pour consolider les alliances historiques, type OTAN-USA, et même l'opposition possible de groupes de pression, des ONG de défense des droits humains, des groupes écologistes qui pourraient compliquer une coopération accrue dans un secteur aussi sensible que la défense. Donc le résultat de tout ça, c'est une approche européenne qui reste quand même très prudente malgré les opportunités affichées. C'est ça. Beaucoup d'observations, de prudence, malgré un intérêt stratégique évident. Pense aux Rafales français, au système S-400 russe, aux drones Héron israéliens. Exactement. Est en train de devenir, en l'espace de quelques années seulement, un innovateur quasi autonome et même un futur exportateur majeur dans ce domaine très pointu des drones boostés à l'IA. C'est exactement ça. L'Inde est en train de changer de catégorie sur l'échiquier mondial de la défense. Et l'Europe, elle se retrouve face à un nouvel acteur qui est ou va devenir extrêmement compétitif. Capable d'offrir des solutions avancées, peut-être moins chères, et qui pourrait séduire beaucoup de pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Des marchés où l'Europe est présente. Précisément. Alors, l'Europe développe ses propres programmes ambitieux, le SCAF, l'Eurodrone, mais elle doit impérativement intégrer cette nouvelle donne indienne dans son équation stratégique. La position d'Éric Trappier, finalement, elle résume bien ce dilemme. Oui. Défendre la souveraineté technologique européenne, surtout sur l'IA de défense, qui est vue comme critique,
tout en ménageant l'Inde, qui est un client important, mais qui devient aussi un concurrent inévitable. C'est un vrai numéro d'équilibriste pour les années à venir. En résumé, donc, notre exploration des sources, elle met bien en lumière cette ascension fulgurante de l'Inde dans les technologies de défense avancées. C'est propulsé par des startups innovantes comme RAF Mapfiber et une volonté politique très forte. Voilà. Et face à ça, l'Europe navigue un peu entre les opportunités stratégiques et économiques qui sont claires et des craintes concurrentielles, sécuritaires, qui sont bien réelles aussi. Tout l'enjeu pour elle, c'est de trouver le bon équilibre, préserver ses intérêts, tout en composant avec ce nouvel acteur qui devient incontournable. Exactement. Et ça laisse peut-être une question en suspens pour poursuivre la réflexion. Au-delà de la compétition, qui semble quand même assez inévitable, Mhm. est-ce que cette nouvelle dynamique entre l'Inde et l'Europe dans la défense high-tech pourrait, ou peut-être même devrait, évoluer? Est-ce qu'on peut imaginer, malgré les risques, malgré les rivalités, des formes de coopération très ciblées? Pour répondre à des défis communs. Oui, voilà. Pas seulement pour les intérêts de chacun, mais pour répondre à des défis sécuritaires globaux. Je pense au terrorisme, à la sécurité maritime, à la prolifération de certaines technologies critiques. Des défis qui, eux, demandent de plus en plus une réponse internationale coordonnée, même entre compétiteurs. C'est une interrogation complexe qui reste ouverte, je crois. De quoi continuer à réfléchir, en effet. Merci beaucoup pour cette analyse approfondie. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.